En nous baladant sur les chemins de notre pays, nous avons fait la connaissance de beaucoup de ces régions. Aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons en découvrir une de plus, elle aussi marquée par le passé, pleine de douceur et baignée par la Sambre. Nous allons écouter maintenant ce que nous disent les chemins de la région de Thuin. Cette semaine, nous vous emmenons au pays de Liège. Non, ce n'est pas une erreur de notre cartographe. Le pays de Liège est un coin du Hainaut, autour de Thuin, qui doit ce nom à son ancienne appartenance liégeoise. Partant de Charleroi par Montigny-Tilleul et Landely, nous gagnerons le hameau d'Aulne, aujourd'hui dans l'entité de Thuin. L'abbaye d'Aulne, c'est une des plus anciennes abbayes du pays. Elle a été fondée après l'abbaye de Loppe au 7e siècle, mais son histoire n'est attestée véritablement par des documents qu'à partir du 12e. Et l'abbaye d'Aulne est devenue certainement l'une des abbayes les plus riches du pays. Ses propriétés s'étendent dans toute la Dudigny et même au-delà, et un assez grand nombre de fermes de la région doivent leur existence à l'une ou à l'autre de ces abbayes. Et je pense notamment à Viscourt, à Baudribu, aux fermes de Donstienne, aux nombreuses fermes qui s'appellent fermes de la Cour, à Ragny, Stré, Thuy, par exemple, à la Jonquière, à Marbizeul, qui ont des noms très poétiques. L'abbaye d'Aulne n'offre guère de vestiges anciens. Il existe dans les caves des constructions médiévales, mais l'ensemble de l'abbaye a été complètement rénové au XVIIIe par des abbés reconstructeurs, dont le fameux abbé Louan, qui ont fait disparaître toute trace des bâtiments plus anciens. On a donc affaire à un ensemble remarquable, certes, du XVIIIe siècle, sauf l'église, l'abbatiale, qui est gothique et qui est un des chœurs les plus hauts et les plus impressionnants du pays. Malheureusement, il ne reste que le chœur, la nef s'est effondrée. Cette abbaye a été détruite en 1794 par les révolutionnaires français, associés d'ailleurs aux gens de la région qui en voulaient aux moines de leur trop grande richesse. Et c'est ainsi qu'on sait que de nombreux habitants de Gauzet, mais surtout d'Âmes-sur-Eure, de Loppe et de Thuin-Villebasse, qui en voulaient particulièrement aux moines, ont participé au pillage et à la destruction de l'abbaye. Notamment la question du marché noir sur les grains, qui a provoqué une haine féroce contre les moines et qui a fait qu'à la Révolution liégeoise, les moines ont vendu à des prix prohibitifs des blés alors qu'on était en Tudigny dans une période de famine. L'abbaye d'Aulne, c'est aussi aujourd'hui un site touristique parmi les plus importants de la Tudigny, et je crois que c'est probablement le site qui attire le plus de visiteurs, parce que non seulement il y a à y voir cette magnifique cour d'honneur et ces ruines impressionnantes, on connaît moins les caves qui ne sont pas visitables et où selon Maurice des Ombiaux, il y aurait peut-être des vestiges romains, mais il y a également la très belle ferme abbatiale, le moulin, il y a aussi la porte de Landely, cette construction assez insolite qui était autrefois situé sur le trajet vers le gué de la Sambre. Aujourd'hui, tout ce site est transformé, bien entendu, mais l'abbaye d'Aulne, néanmoins, est un des fleurons de la Tudigny. Bien, en quittant l'abbaye d'Aulne, je crois qu'il est intéressant de jeter un coup d'œil vers la vallée de la Sambre et d'évoquer peut-être un personnage de Maurice des Ombiaux, qui, comme vous le savez, est le chantre de la Tudigny. Dans un récit de Maurice des Ombiaux, qui s'intitule Tjötjer,
Il est question d'une messagère qui, avant l'organisation de la Poste en Belgique, faisait hebdomadairement le trajet de Thoin à Charleroi et se chargeait des messages des courses principales des habitants de Thoin. Et cette messagère a été assassinée dans le bois que nous voyons en face de l'abbaye d'Aulne, et bois qu'on appelle le bois du prince, du nom du prince-évêque de Liège d'ailleurs. Et on n'a jamais su exactement pourquoi elle avait été assassinée, parce qu'elle n'a pas été volée. On a simplement trouvé, on a considéré que c'était un miracle d'ailleurs, que son bâton de coudrier avait pris racine dans le bois. Mais depuis peu, on semble avoir une explication concernant le meurtre de Tchurcher. En effet, le Centre d'Histoire a retrouvé dans un registre ancien les minutes des correspondances d'un juge de paix de Thoin. Et dans ces minutes de correspondance, on constate qu'il est question du meurtre de Tchurcher et que ce meurtre figure parmi toute une série d'attentats contre le chemin de fer, contre la construction du chemin de fer, et que ces attentats ont été attribués aux bateliers de Thoin. Il y a énormément de bateliers à Thoin, il y en a encore beaucoup bien sûr, mais lors de la construction du chemin de fer, ces bateliers ont considéré que c'était un moyen de communication concurrent. Et la conclusion, qui est hypothétique certes, c'est que probablement Tchurcher, et ce serait là le motif de son assassinat, c'est que Tchurcher a probablement été témoin des préparatifs d'un attentat et qu'on a voulu supprimer un témoin gênant. On aurait ainsi une explication à l'énigme qui a été proposée, si vous voulez, par Maurice Desonviaux et pour laquelle il n'avait d'ailleurs pas donné d'explication. En partant de l'abbaye d'Aulne, on peut remonter aussi le cours de la Sambre en direction de Thoin, et là il y a quelques sites qui sont tout à fait extraordinaires. J'en citerai deux tout à fait opposés. L'un c'est le trou d'Aulne. Un trou c'était autrefois une sorte d'écluse où on barrait le cours de la Sambre de manière à ne laisser qu'un passage pour que les bateaux puissent, lorsque le fond était trop haut, descendre le cours de la rivière. Et si vous voulez, ce sont les ancêtres des écluses. Et l'autre site, c'est le site de Hourpe, qui a été un début d'industrialisation, heureusement pour la région, un début d'industrialisation sous le régime hollandais, grâce à un industriel du nom de Bonnehill, qui est l'équivalent, si vous voulez, pour la région de Charleroi, de Cockerill à Liège. Si nous regagnons Thoin, par la route de Crète, nous atteindrons la porte Bourreau à l'entrée de Thoin, porte qui est malheureusement rasée à l'entrée des remparts du Nord. Avant de parcourir la grande rue de Thoin, nous ferons un petit crochet vers la route de Bième et le Spantol. Ce nom signifie en ancien wallon épouvantable, et c'est le nom que l'on donne à un canon primitif du XVe et non du XVIIe, comme le signale une indication erronée, qui est destinée avant tout à mettre en exergue un haut fait d'armes de la ville de Thoin qui aurait résisté à un siège en 1653-1654. En descendant la grande rue de Thoin, on trouve toute une série de monuments intéressants, qu'il s'agisse du couvent des Sœurs Grises, de l'ancien collège des oratoriens, XVIIe siècle, qu'il s'agisse aussi des refuges abbatiaux. Le refuge de l'abbaye de Loppe est le plus prestigieux, il est occupé aujourd'hui par la Poste. Le refuge de l'abbaye d'Aulne, il y a également le refuge de l'abbaye de Lature et une maison espagnole. Un refuge, c'était en cas de conflit un endroit où les moines pouvaient se réfugier dans la forteresse. Si vous voulez, Thoin est un peu une petite capitale régionale et par conséquent, lorsqu'il y avait danger, les gens des alentours, les gens de la châtellenie, disait-on, venaient se réfugier dans cette petite forteresse. Et d'ailleurs, les impôts
de l'époque devaient notamment servir à entretenir les fortifications, et ces impôts n'étaient pas des impôts uniquement dus par les gens de Thoin, mais également par toute la châtellenie. N'est-ce pas? Et c'était donc le refuge, et les moines avaient fait construire, les moines de Lop, les moines d'Aulne, mais aussi les dames de la Ture, avaient fait construire des maisons qui leur servaient en cas donc de danger. Bien, à proximité de ces refuges d'abbaye, on trouve toute une série de postis. À Thoin, les postis, c'est le nom que l'on donne aux anciennes poternes. Et il y a le postis des Sœurs Grises ou des Béguines, le postis arlequin avec de curieuses statues sans doute romanes, et surtout le postis Bury, qui est sans doute le plus beau, situé sous un ancien hôtel de maître de forge, la famille des de Bury. Postis qui ouvre sur la vallée de la Biémel. Mais si l'on poursuit sa route par la Grande Rue, qui porte un nom assez paradoxal d'ailleurs, parce que c'est l'une des rues les plus étroites de la ville, mais enfin c'était la rue principale autrefois, on arrive à proximité de l'église de la Villaude, et cette église de la Villaude, qui n'est pas d'un style extraordinaire, a quand même une particularité qui mérite d'être signalée. En effet, si l'on regarde la façade, on s'aperçoit que manifestement, les gens qui ont décidé sa construction avaient pensé en faire une église de pierre, précédée même probablement d'une tour. Or, cette façade très large à la base se rétrécit progressivement et se termine en pointe rabattue en briques. Et l'explication de cela vient du fait que, à la suite d'un conflit du magistrat de Thoin, on appelait le magistrat l'administration municipale, et des chanoines qui étaient titulaires de l'ancienne église paroissiale, la ville a décidé de construire une nouvelle église paroissiale. Et les ambitions étaient fort grandes au début, mais progressivement, les finances se faisant de plus en plus rares, on a réduit les ambitions. Et en quelque sorte, la façade de l'église de la Villaude, de l'église des Carmes, si l'on veut, à Thoin, est une sorte de courbe de température des finances communales de Thoin au XVIIe siècle. Plus loin, sur la place de la Villaude, dite aussi place du Chapitre, se dresse ce beffroi. Les ancrages indiquent qu'il a été construit au XVIIe, XVIIIe. En réalité, les ancrages sont des ancrages de reconstruction. La tour est manifestement plus ancienne, on la trouve d'ailleurs dans des vues du début du XVIIe siècle, et c'est probablement une tour romane de par la massivité de sa construction. Mais cette tour, qui était à la fois tour communale et tour d'église, est restée seule d'une construction plus complète. Elle était le clocher d'une église gothique qui a été abattue et qui se trouvait sur la place de la Villaude. Cette église a été détruite, non pas à la Révolution cette fois, mais sous l'Empire, par un maire bonapartiste à tout crin, qui, pour se faire bien voir probablement des autorités impériales et de leurs délégués en Belgique, a trouvé bon de faire abattre cette église pour faire une place à danser, disent les archives, et qu'il devait appeler place Napoléon. N'est-ce pas? Voilà jusqu'à quelles extrémités on pouvait aller, n'est-ce pas, pour essayer de se mettre bien avec les autorités de l'époque. Alors, le beffroi, évidemment, domine toute la vallée de la Sambre et de la Biémel. Il domine le site de l'ancienne forteresse de Thoin. Et c'est aussi le signe des libertés communales, mais aussi des privilèges attachés à la qualité de citoyen. Et les gens de la ville haute sont très fiers, on les appelle dans le langage courant les catulats, sont très fiers de ces anciens privilèges. Ils avaient autrefois le droit de porter l'épée. Mais les conflits avec les habitants de la ville basse ont été extrêmement fréquents, et à la Révolution liégeoise notamment, il y a eu, on peut dire, une sorte de conflit armé,
puisqu'on a tiré au canon de la ville haute sur la ville basse et que la ville haute a été prise d'assaut par les gens de la ville basse. Si vous voulez, à la ville haute, il y avait le parti conservateur ou le parti du prince, et à la ville basse était surtout représenté le parti populaire, celui des ouvriers des forges à Macas sur la Sambre, d'où le surnom donné aux gens de la ville basse, les Macas. C'est un mot liégeois en l'occurrence. La ville basse est principalement remarquable pour un monument. C'est celui qui se trouve dans le quartier du Moustier. C'est l'église Notre-Dame-d'Elvaux, qu'on appelle aussi église du Moustier parce qu'elle dépendait du Moustier, du monastère de Lop. Et cette église toute simple, toute banale, probablement romane d'origine mais transformée au XVIe siècle, a une particularité extraordinaire, c'est qu'il se trouve sous le chœur un passage voûté par où passe une rue. Dans cette église, ou plutôt extérieurement, sur les murs, sur les parois, il y a toute une série de pierres qu'on pourrait appeler des pierres tombales parlantes. Je m'explique. Ces pierres tombales datent d'une époque, elles sont principalement du XVIe et du XVIIe, où la grande majorité des gens ne savaient pas lire. Et pour cela, les pierres, qui sont parfois munies d'un texte, reprenant évidemment les qualifications des défunts, sont aussi des pierres parlantes, en ce sens qu'elles indiquent le prénom du défunt et de sa femme, en plaçant derrière le défunt agenouillé son saint patron, derrière la défunte sa sainte patronne. On y indique souvent aussi lequel des deux époux est mort le premier, c'est celui qui aura une petite croix au-dessus de la tête. On indique aussi combien le couple a eu d'enfants, mâles et femelles. Les enfants sont placés comme le père à la droite du Christ, et les filles avec leur mère à la gauche, et les enfants, morts-nés ou morts en bas âge, sont indiqués également par des petites croix au-dessus de la tête. On a souvent aussi la représentation symbolique du métier par une nasse, par une fourche, par un instrument de tanneur, etc. Tout cela peut se lire par la représentation même de la pierre sans qu'il soit besoin de lire le texte qui n'existe d'ailleurs plus toujours. L'église Notre-Dame-d'Elvaux ou du Moustier n'a pas le monopole des pierres parlantes. On en trouve à Fontaine-Valmont, à Donstienne, à Bienne-les-Apart, village du pays de Liège que nous découvrirons la semaine prochaine. Mais avant de quitter Thoin, je vous invite à voir, de la vallée de la Biemmel, une autre curiosité locale, les jardins suspendus. C'était en Tudini liégeoise, première partie, une émission de Jean-Claude Bernier, librement inspirée d'un itinéraire de Jean Mailly, avec la collaboration de Jean-Marie Hormans. Images Olivier Losson, Michel Mernier, son André Defossé, montage Ludo Verbruggen, mixage Jean-Paul Bouxin, assisté de Michel Cordier, illustration musicale André Colson, script Dany Lachambre.